Bienvenue à l'échange. Nous nous penchons aujourd'hui sur une proposition qui agite pas mal les sphères économiques et politiques, l'idée d'instaurer un impôt minimum mondial sur les patrimoines les plus élevés, ceux qu'on qualifie d'ultra riches. Alors cette idée, elle émerge d'un constat, disons, troublant. La contribution fiscale réelle, effective des plus grandes fortunes semble assez déconnectée de leur capacité contributive et aussi de la croissance de leur richesse. Oui, tout à fait. Et ça nous amène directement à la question centrale de notre discussion. Est-ce qu'un tel impôt, qui viserait par exemple à prélever chaque année 2% sur les patrimoines qui dépassent le milliard d'euros, est-ce que ça constitue une avancée, disons, nécessaire vers plus de justice fiscale, une source de revenus bienvenue pour les États, ou est-ce qu'au contraire, cette mesure représente un risque sérieux pour notre dynamisme économique? Je pense à l'investissement, à l'innovation. Voilà, notre échange va explorer ces tensions en s'appuyant bien sûr sur les analyses qui nourrissent ce débat qui est assez complexe. Tout à fait. Et de mon côté, je soutiendrai que cet impôt minimum est un levier essentiel pour restaurer l'équité fiscale et puis pour assurer un financement adéquat de nos priorités collectives. Et moi, je mettrais plutôt en lumière les dangers économiques potentiels d'une telle mesure. Et aussi les obstacles considérables, qu'ils soient pratiques ou juridiques, qui se dressent sur le chemin de sa mise en œuvre effective. Bon, ma conviction, elle est simple. Nous faisons face à une nécessité. Cet impôt minimum, ce n'est pas juste une option parmi d'autres, c'est une correction indispensable. Indispensable à une situation où la progressivité de l'impôt, qui est quand même un principe cardinal de nos systèmes fiscaux, elle est mise à mal tout en haut de l'échelle des richesses. On a plusieurs analyses concordantes qui révèlent que les taux d'imposition effectifs payés par les milliardaires sont extrêmement bas. On parle de quelques dixièmes de pourcent de leur patrimoine au niveau mondial, et parfois même quasi nul dans certains cas nationaux, comme en France. Alors, le cœur du problème, il réside souvent dans la structure de leur richesse. Une grande partie, c'est des plus-values latentes, c'est-à-dire l'appréciation de la valeur de leurs actifs, actions, entreprises, qui n'est pas taxée tant qu'ils ne vendent pas. Or, cette richesse, elle génère un rendement économique considérable. On l'estime historiquement autour de 7,5% par an, avant impôt et net d'inflation. Et cet écart abyssal entre le rendement économique et la contribution fiscale, ça crée une distorsion fondamentale. Ce n'est pas juste une question d'équité, c'est aussi une question de cohésion sociale et de capacité à financer les biens publics essentiels. Je pense à la transition écologique, la santé, l'éducation. Les estimations de recettes potentielles, elles sont débattues, c'est vrai, mais elles sont significatives. On parle potentiellement de centaines de milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Quant à la faisabilité, l'idée maîtresse, c'est d'offrir une certaine flexibilité dans les modalités, impôt annuel sur la fortune ou sur un revenu économique élargi qui inclurait ces gains non réalisés et surtout, de s'appuyer sur une coordination internationale. Un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour l'imposition minimale des multinationales, justement pour limiter l'évasion et la concurrence fiscale dommageable. Je comprends parfaitement cette quête de justice fiscale qui motive la proposition, qui pourrait s'opposer, sur le principe, à ce que chacun contribue selon ses capacités. Personne, évidemment. Cependant, je suis profondément préoccupée par les conséquences potentielles de cette taxe, et puis par sa complexité intrinsèque. J'y vois un risque économique majeur, et aussi des difficultés de mise en œuvre qui me semblent largement sous-estimées. D'abord, l'impact économique. Taxer annuellement 2% du patrimoine, surtout si l'on inclut l'outil de travail, comme certains le proposent, ça pourrait avoir un effet dissuasif puissant sur l'investissement, sur la prise de risque entrepreneuriale et donc sur l'innovation. Imaginez un peu. Un fondateur de start-up dont l'entreprise est valorisée très haut sur le papier, d'accord, mais qui ne génère pas encore de profit réel et dont la richesse est entièrement liée à cette entreprise. Bon, lui demander de payer 2% de cette valorisation chaque année en cash, c'est juste irréaliste. Alors, la solution parfois évoquée de payer en actions, les entrepreneurs eux-mêmes la jugent souvent applicable. Pourquoi ? Parce qu'elle diluerait leur contrôle, elle complexifierait la gouvernance, les levées de fonds futures. C'est pas simple. Ensuite, il y a le risque, bien réel, celui-là de l'exil fiscal. Même si son ampleur exacte fait débat,
L'histoire récente, y compris en France avec l'ISF ou dans d'autres pays européens, montre qu'une fiscalité très lourde sur le patrimoine peut pousser les plus fortunés et surtout les plus mobiles à déplacer leur résidence fiscale. Et ça réduirait non seulement les recettes de cette taxe spécifique, mais aussi celles d'autres impôts, le revenu, la consommation. D'ailleurs, la grande divergence dans les estimations de recettes pour la France, on parle d'un écart qui va de 5 à parfois plus de 20 milliards d'euros par an. Ça illustre bien cette incertitude liée aux réactions comportementales. Et enfin, les défis techniques et juridiques. Ils sont énormes. Comment évaluer de façon juste, régulière, des actifs très complexes? Je pense aux entreprises familiales non cotées, aux œuvres d'art uniques ou même à des biens immobiliers détenus via des montages sophistiqués. Comment on gère les cas où les contribuables n'ont tout simplement pas les liquidités nécessaires? Et en France, spécifiquement, les obstacles constitutionnels sont sérieux. Le Conseil constitutionnel veille traditionnellement à ce que l'impôt frappe une capacité contributive réelle, souvent liée à un revenu disponible. Taxer lourdement, année après année, des gains purement latents, une richesse qui n'a pas été encaissée, ça pourrait être jugé contraire à ce principe fondamental d'égalité devant les charges publiques, surtout sans mécanisme de plafonnement clair lié aux revenus effectivement perçus. D'ailleurs, l'absence de consensus au G20 sur ce point précis, malgré les avancées sur d'autres sujets fiscaux, ça témoigne de ces difficultés bien réelles. Vous agitez le spectre de l'impact économique négatif, d'accord, mais ne faut-il pas inverser un peu la perspective? Le véritable problème économique aujourd'hui, n'est-ce pas précisément cette dynamique où la richesse des plus fortunés, très peu taxée, croît structurellement plus vite, on parle d'environ 7% par an en moyenne nette d'inflation, nous dit-on, que l'économie dans son ensemble, ou que le patrimoine moyen qui lui progresse plutôt autour de 3%. Cette divergence explosive des patrimoines, elle n'est pas saine économiquement à long terme. Une taxe de 2% réduirait certes le rendement net après impôt de cette richesse, il passerait d'environ 7,2%, c'est 7,5% moins les 0,3% d'impôt actuel estimé, à environ 5,5%, bon, mais ça reste un rendement extrêmement confortable, bien supérieur à la croissance économique moyenne. Est-ce que c'est vraiment de nature à décourager massivement l'investissement productif? Personnellement, j'en doute. Surtout si, en parallèle, les recettes générées sont intelligemment réinvesties dans les domaines clés pour la croissance future, l'éducation, la recherche fondamentale, les infrastructures vertes. Ces investissements publics, eux, peuvent avoir un effet multiplicateur bien plus puissant sur l'économie que la préservation intacte de rendements déjà très élevés au sommet. Concernant l'exit fiscal, bon, il est vrai que le risque existe, mais les études les plus récentes et méthodologiquement robustes, notamment celles qui portent sur les pays scandinaves, qui ont une longue histoire avec l'impôt sur la fortune, elles suggèrent que les flux migratoires liés à la fiscalité du patrimoine sont relativement limités et que leur impact macroéconomique global est souvent surestimé. Surtout, la donne a changé avec la coopération internationale accrue. Des mécanismes comme l'échange automatique d'informations ou des taxes de sortie dissuasives peuvent aujourd'hui limiter beaucoup plus efficacement ce risque qu'il y a 20 ou 30 ans. Votre optimisme sur les effets désincitatifs limités et la gestion de l'exil fiscal me laisse quand même sceptique. Un rendement net amputé de près de 2 points de pourcentage, passé de 7,2% à 5,5%, ce n'est pas anodin, hein. C'est une ponction annuelle très significative sur le capital. Pour un rentier diversifié, bon, c'est peut-être gérable, d'accord, mais pour un entrepreneur dont toute la fortune et les projets de développement sont liés à son entreprise en croissance, ça peut faire une différence cruciale. C'est le financement de l'innovation et la capacité à réinvestir dans l'entreprise qui pourraient être directement touchés. Vous évoquez des études scandinaves, oui. Mais comment les concilier avec d'autres analyses, par exemple sur l'expérience française passée avec l'ISF, qui ont pointé des conséquences bien plus marquées en termes de départ d'entrepreneurs et de perte d'activité économique sur le long terme? Il y a là quand même des signaux contradictoires qu'on ne peut pas ignorer. Et puis, il y a cette question fondamentale que vous soulevez implicitement avec l'idée de réinvestir les recettes. Est-ce que le principal problème de notre économie, en France notamment, est un manque de recettes fiscales globales? On a déjà l'un des taux de prélèvement obligatoire les plus élevés au monde. Notre défi majeur, c'est plutôt la faiblesse de la croissance potentielle. Alors, dans ce contexte, ajouter une nouvelle charge fiscale complexe qui pèse spécifiquement sur le capital et l'investissement productif, est-ce que ça ne risque pas d'aggraver le problème? C'est un peu l'éternelle leçon de Bastiat sur les effets visibles, les recettes encaissées, oui, et les effets invisibles, l'investissement qui n'aura pas lieu, l'entreprise qui ne sera pas créée ou qui partira ailleurs. Bon, abordons maintenant la question de la faisabilité technique, la mise en œuvre concrète.
que vous présentez comme un obstacle quasi insurmontable. Je pense qu'il faut quand même reconnaître les progrès considérables qui ont été réalisés ces dernières années. L'échange automatique d'informations bancaires, c'est désormais la norme entre plus de 100 pays. Ça a levé une partie significative du secret bancaire. L'accord sur le pilier 2, celui sur l'imposition minimale des bénéfices des multinationales, même s'il est complexe, il prouve qu'une coordination internationale ambitieuse est possible quand la volonté politique est là. Pour l'évaluation des patrimoines, des méthodes existent déjà. Elles sont utilisées par exemple lors des successions ou pour d'autres impôts fonciers ou patrimoniaux dans certains pays. Pour les actifs non cotés, qui sont le principal défi, on est d'accord, on peut affiner mes méthodes d'évaluation par comparaison avec des entreprises cotées similaires ou s'appuyer sur des déclarations plus systématiques des transactions privées. Ce n'est pas simple, je le concède, mais ce n'est pas impossible. Concernant la liquidité, l'idée d'un paiement en nature, par exemple en action de l'entreprise pour les entrepreneurs concernés, c'est une piste qui est explorée précisément pour répondre à cette difficulté. Quant aux obstacles constitutionnels en France, oui, ils sont réels, mais le droit fiscal est en constante évolution. Le Conseil constitutionnel a déjà validé par le passé des mécanismes fiscaux innovants complexes en cherchant un équilibre entre les grands principes constitutionnels et les objectifs d'intérêt général. Et face à la non-coopération éventuelle de certains États, on pourrait envisager des mécanismes de percepteurs en dernier ressort. C'est-à-dire un pays coopératif pourrait collecter la taxe due par un de ses résidents sur ses actifs détenus dans un pays non coopératif. C'est techniquement complexe, mais le principe s'inspire de ce qui se met en place pour les multinationales. Je maintiens que vous sous-estimez gravement la hauteur de ces obstacles. L'évaluation fiable et régulière d'actifs illiquides et uniques reste un défi technique majeur, et c'est propice au contentieux sans fin. Pensez à la complexité d'évaluer une participation minoritaire dans une PME familiale ou une collection d'art contemporain. L'opacité financière, elle, n'a pas disparu. Elle s'est simplement adaptée. Elle utilise des structures juridiques plus complexes, des localisations différentes, y compris dans l'immobilier. Sur le plan constitutionnel français, le problème est profond. La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur l'égalité devant les charges publiques et la capacité contributive est très claire. On ne peut imposer lourdement que ce qui est disponible pour le contribuable. Frapper chaque année à 2% une plus-value qui n'est que sur le papier, sans que le contribuable ait encaissé le moindre euro et sans plafonnement clair par rapport aux revenus réels, ça heurte de front cette logique. Le risque de censure par le Conseil n'est pas juste théorique, il est substantiel au regard des décisions passées. Est-ce que vous ne minimisez pas un peu la force de ces précédents juridiques? L'échec du G20 à s'accorder spécifiquement sur ce type de taxe alors qu'un accord a été trouvé pour les entreprises avec le pilier 2, ça montre bien que les réticences politiques et les doutes juridiques sont partagés par de nombreux pays, y compris des partenaires majeurs comme les États-Unis. Et quant à la solution du paiement en action, elle est peut-être séduisante sur le papier, d'accord, mais les entrepreneurs de la tech, qui seraient parmi les premiers concernés, la rejettent massivement. Ils y voient une source d'instabilité, de dilution non désirée, un frein potentiel à l'attraction de futurs investisseurs. Non, ce n'est pas une solution miracle. Permettez-moi de revenir à la justification fondamentale et à l'enjeu des revenus. Est-il acceptable, dans une société qui se veut juste, d'avoir une situation documentée où les individus tout au sommet de la pyramide patrimoniale ont un taux d'imposition global sur leur enrichissement réel proche de zéro? Franchement, c'est une situation qui choque le bon sens et le principe même d'égalité devant l'impôt. Et ça nourrit un sentiment d'injustice. Ça sape la confiance dans nos institutions démocratiques et fiscales. Au-delà du principe, les revenus potentiels sont loin d'être négligeables. Même en adoptant une estimation prudente, quelques milliards d'euros par an rien que pour la France, ou quelques centaines de milliards au niveau mondial, ça représente des marges de manœuvre significatives, surtout à l'heure où les besoins de financement pour la transition écologique, le système de santé et l'éducation sont criants et structurels. N'oublions pas non plus que cette idée bénéficie d'un soutien très large dans l'opinion publique et qu'elle est appuyée par de nombreux économistes de renom. Ce n'est pas une proposition marginale, hein. Elle vise à traiter le problème à la racine, c'est-à-dire l'optimisation et l'évitement fiscaux massifs rendus possibles par les règles actuelles, notamment sur la taxation des plus-values non réalisées, qui profitent de manière disproportionnée aux plus grandes fortunes. Je conteste la pertinence de se focaliser sur des estimations de revenus aussi, incertaines. L'écart considérable entre les estimations hautes et basses montre à quel point elles dépendent d'hypothèses fragiles sur les comportements d'évitement et d'exil fiscal, comportements qui sont par nature difficiles à anticiper, mais qui pourraient être massifs. Présenter ces chiffres comme une manne certaine me semble pour le moins hasardeux.
Par ailleurs, la méthodologie même qui conduit à ces taux d'imposition proches de zéro pour les milliardaires est critiquée. Certains économistes soulignent qu'elle compare souvent l'impôt payé au patrimoine ou à un revenu économique très large, qui inclut les plus-values latentes, d'accord, mais sans intégrer en contrepartie l'effet de la redistribution via les dépenses publiques et les transferts sociaux dont bénéficient aussi indirectement les détenteurs de capital. Cela peut biaiser la comparaison avec le taux d'imposition apparent d'un salarié moyen. Mais au-delà de ces débats méthodologiques, la question demeure: pourquoi s'acharner sur ce modèle spécifique de taxe annuelle sur le patrimoine, si complexe et risqué, plutôt que d'explorer des alternatives? Des alternatives potentiellement moins dommageables et peut-être plus faciles à mettre en œuvre. Par exemple, ne pourrait-on pas renforcer drastiquement les règles anti-abus existantes qui encadrent l'utilisation des holdings personnels pour différer l'impôt sur le revenu ? Ou cibler plus spécifiquement certaines pratiques d'optimisation comme les rachats d'actions massifs en les taxant de manière plus effective, ou encore envisager un impôt minimum sur le revenu économique réel, mais peut-être avec un taux plus faible, excluant l'outil de travail et avec des mécanismes de lissage ou de paiement différé plus réalistes, comme semblent d'ailleurs l'explorer certains gouvernements. Pourquoi est-ce que cette proposition de 2% sur le patrimoine serait la seule voie possible alors qu'elle soulève tant de problèmes? Bon, en guise de conclusion, je réaffirme ma conviction. Cet impôt minimum sur les patrimoines les plus élevés n'est pas une simple option fiscale. C'est une mesure d'équité devenue nécessaire face à une érosion de la contribution des plus riches qui fragilise notre contrat social. Malgré les défis techniques, qui sont indéniables, les progrès de la coopération internationale et la flexibilité des instruments envisageables rendent sa mise en œuvre possible. À condition, bien sûr, d'une volonté politique forte. Je crois que ces bénéfices potentiels en termes de justice fiscale, de recettes pour financer nos priorités collectives, de restauration de la confiance l'emportent sur des risques économiques qui sont, à mon sens, souvent exagérés ou qui peuvent être atténués par une conception intelligente de la taxe. Pour ma part, je conclurai en réitérant mes profondes inquiétudes. Les conséquences économiques négatives potentielles sur l'investissement, l'innovation et la croissance à long terme me paraissent sérieuses et insuffisamment prises en compte. Les obstacles pratiques, notamment l'évaluation fiable des actifs et la gestion de la liquidité, ainsi que les barrières juridiques, en particulier les contraintes constitutionnelles en France, restent considérables et largement irrésolues. Dans un contexte économique mondialisé et une France qui peine à retrouver une croissance forte, il me semble périlleux d'instaurer une taxe qui pourrait accélérer la fuite des capitaux et des talents les plus mobiles. L'arbitrage entre la quête légitime d'équité fiscale et la nécessité de préserver le dynamisme économique est ici particulièrement délicat et mérite, je crois, une prudence extrême. Nous accordons main sur la complexité de cet arbitrage, c'est vrai. Il met en jeu des objectifs fondamentaux et parfois contradictoires de nos politiques publiques. Effectivement. Et ce débat est manifestement loin d'être tranché. Les discussions se poursuivent au sein des instances internationales, sans consensus clair pour l'instant, et elles animent également les débats nationaux, comme on le voit régulièrement lors des discussions budgétaires en France. Il reste sans doute beaucoup à analyser et à comprendre dans les données et les mécanismes en jeu. Absolument. Et la confrontation de ces perspectives est essentielle pour éclairer les choix qui devront être faits sur cet enjeu majeur qui touche vraiment au cœur de nos modèles économiques et sociaux.